Commençons avec la politique monétaire en zone euro après le changement de communication opéré par la Banque Centrale Européenne lors de sa dernière réunion jeudi 3 février. Et c'est Evelyne Hermann qui est à mes côtés en plateau pour évoquer ces questions. Économiste Europe de Bank of America Global Research. Evelyne, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Merci beaucoup d'être avec nous. Qu'est-ce que vous retenez de cette dernière séquence de communication donc, qui a commencé le 3 février dernier, qui s'est poursuivie cette semaine avec de nouvelles prises de parole de Christine Lagarde notamment, mais également une première prise de parole publique officielle du nouveau président de la Bundesbank, Joachim Nagel. Qu'est-ce que vous retenez de cette séquence de communication ? Qu'est-ce qui a changé ? Et quels sont les enseignements à ce stade qu'on peut en tirer pour la suite de la stratégie de politique monétaire en zone euro ? Alors, je pense que je commencerai même avant le 3 février, donc avec la séquence de la communication, puisque 10 jours avant la conférence de presse de la BCE de la semaine dernière encore, présidente Lagarde, elle a parlé d'une économie européenne qui n'avait pas beaucoup de choses en commun avec l'économie américaine, qu'on avait beaucoup de retard, enfin pas de retard, mais qu'on avait moins d'excès de demande, moins de pression à la hausse sur les salaires, que vraiment tout était plus lent dans la reprise et qu'on n'avait pas du tout les mêmes pressions inflationnistes. Or, on avait un choc d'offres sur les prix sur lequel il ne fallait pas réagir avec la politique monétaire. Donc tout ça, c'était plutôt graduel. Et hop, la conférence de presse de la semaine dernière qui était super hawkish. C'était comme si le discours d'avant n'avait jamais eu lieu. Donc du coup, si on parle maintenant d'une normalisation prudente, lente, etc., il faut quand même se poser la question pourquoi ce changement abrupt dans la communication de la Banque centrale la semaine dernière. C'est certes le chiffre d'inflation en janvier qui a beaucoup surpris à la hausse, je pense tout le monde, enfin en tout cas nous aussi, et qui change mécaniquement la trajectoire pour l'inflation, le niveau de l'inflation pour cette année, mais qui ne change rien vraiment pour 2023 et qui ne change vraiment rien aux fondamentaux de l'économie par rapport à il y a 10 jours. Et pourtant, il y avait ce changement dans le discours de Lagarde la semaine dernière. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire pour nous ? Et ça se reflète aussi dans toute la communication qu'on avait depuis. Il y a vraiment un changement du poids de justification, de la demande de justification. Avant, c'était aux doves, aux hawks de justifier, de donner preuve qu'il y avait vraiment une renversement de la charge de la preuve, voilà, comme on dit. C'est ça, Evelyne. Exact, merci. Donc voilà, ça c'est complètement renversé. Il y a vraiment maintenant les hawks qui sont en puissance dans la Banque centrale. Et donc, du coup, ça, on ne peut pas l'ignorer. Donc, toute normalisation prudente, c'est relative, c'est une définition assez subjective. Là, on a quand même une Banque centrale qui semble vouloir y aller beaucoup plus rapidement qu'on pensait encore en décembre. Pour nous, ça veut dire qu'on est vraiment dans une trajectoire où on aura deux hausses de taux cette année probablement, avec du coup une réduction des achats nets beaucoup plus rapide, question d'optionnalité maximale, enfin, ça veut dire qu'il faut arrêter les programmes QE très rapidement. Et tout ça, ça s'est fait très rapidement de ce changement de communication. Qui est délibéré. Il n'y a pas d'erreur de communication, il n'y a pas d'erreur d'interprétation du marché, des économistes par rapport au discours de la semaine dernière. En tout cas, ils ne nous l'ont pas dit. Non, c'est ça. Enfin, s'il y avait vraiment mauvaise interprétation, on se serait attendu à ce qu'ils ont dit, à ce qu'ils auraient dit. On est peut-être allé trop loin, vous avez peut-être un peu mal... Non. Certes, il y avait un peu une communication plus équilibrée, mais personne n'a dit... La semaine dernière, c'était aller trop loin. Voilà, c'est vraiment ça. Moi, je retiens la première sortie de Joachim Nagel, encore une fois, nouveau président de la Bundesbank, qui considère très clairement que pour lui, le risque principal serait de monter les taux trop tard plutôt que trop tôt. Et là, je rejoins le point de la communication et même de l'approche, voire de la philosophie de la Banque centrale européenne, qui avait considérablement évolué sous Mario Draghi, pour avoir une approche beaucoup plus douce, beaucoup plus graduelle quand il s'agit justement de laisser chauffer la température de l'économie de la zone euro. Là, on a l'impression, et beaucoup d'observateurs le relèvent, de revenir à l'époque Trichet, qui ramène évidemment aux hausses de taux de 2011, de 2008, etc. Est-ce que c'est le risque principal pour vous aujourd'hui, ou est-ce que la situation fondamentale, quand même, peut justifier un changement brutal de discours? On verra comment cette brutalité se matérialise demain en matière de politique monétaire. Mais est-ce qu'il y a quand même une justification fondamentale qui peut être entendue? Pour l'instant, je dirais non.
On a beaucoup d'inflation, mais on a beaucoup de perturbations qui ne viennent pas de la puissance de la reprise économique. Donc, du coup, on a des chocs d'offres sur l'énergie, on a les problèmes de chaîne d'approvisionnement sur les prix de biens, mais la composante super importante pour l'inflation sous-jacente de long terme, c'est les salaires. Et la croissance salariale en zone euro, on ne l'a pas. Et c'est là aussi qu'il y a une très grande différence par rapport aux États-Unis. Enfin, on a un marché d'emploi qui, à première vue, avec le taux de chômage, a l'air relativement serré, mais les heures travaillées par employé restent bien en dessous de leur niveau d'avant-crise. On a un taux de participation qui a augmenté. Donc, du coup, d'un côté, offre et demande, même sur le marché d'emploi, ce n'est pas du tout la même chose qu'aux États-Unis. Donc, voilà, c'est le changement de la... Enfin, c'est pas lié... C'est un changement fondamental de la BCE du coup, parce que voilà une banque centrale qui nous dit le risque qu'un jour il y aura un effet secondaire sur les salaires, le risque que les anticipations d'inflation vont se désancrer à la hausse, ça, on le prend plus au sérieux que notre scénario de base. Et c'est fondamentalement pas cohérent avec la revue stratégique qui date que de l'été dernier. Ouais. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment un régime de retour, un peu plus vers les 2011, voire avant, dans lequel la BCE réagit à l'inflation contemporaine, plus qu'à l'inflation perspective. Ouais. Ça... Qu'est-ce que vous attendez en termes de dynamique de salaire en Europe et la question est même, est-ce que le phénomène d'inflation endogène qu'on observe dans le monde anglo-saxon, aux États-Unis, au Royaume-Uni, est-ce que c'est un phénomène qui est amené à être global demain, qui sera un phénomène transatlantique, qui touchera également la zone euro? Ou est-ce que cette dynamique d'inflation salariale reste quelque chose de très local pour vous? Ça reste beaucoup plus local. Après, on a beaucoup plus d'impact sur les prix de biens, de la demande mondiale, mais tout ce qui est inflation salaire, c'est beaucoup plus local parce que les services, c'est quand même beaucoup plus fermé, c'est beaucoup plus lié à l'économie nationale. Et ça fait une grande différence. Après, quand on regarde où on en est avec les salaires en zone euro, quand on regarde la série de la BCE, elle est que trimestrielle, donc assez tardif en publication. Au T3 de l'année dernière, on avait un glissement annuel des salaires en zone euro qui était en dessous de 1,5%. Ouais. Or, au même moment, aux États-Unis, on était déjà bien au-delà des 3%. Ce qui était, voilà, ça fait vraiment une divergence assez impressionnante. Et quand on regarde les données mensuelles disponibles en Allemagne, aux Pays-Bas, dans toutes les autres économies, un peu moins en France, mais on n'a pas des données, mais ailleurs, il n'y avait pas d'amélioration, y compris en janvier. Et donc, du coup, on voit aux États-Unis le Employment Cost Index, qui est maintenant à plus que 4% en croissance. En Europe, on est coincé à 1%. Oui, il y aura une normalisation, puisqu'on n'a pas négocié. Rattrapage. Il y avait un rattrapage ou un retour vers la normale, puisqu'on vient de 2 ans où on a vraiment très peu négocié le salaire. Mais avoir la même puissance, encore une fois, il nous manque le même déséquilibre en termes d'offres d'emploi et de demande d'emploi. Et là, il y avait aux États-Unis la baisse significative du taux de participation. Il y a une partie qui ne reviendra probablement pas. Donc, du coup, on a moins d'offres d'emploi pour un PIB qui est beaucoup plus haut qu'avant la crise. Beaucoup plus haut. Donc, du coup, on aurait besoin de beaucoup plus de main-d'œuvre pour produire tout ce PIB. Or, il y a moins de main-d'œuvre qu'avant. Aux États-Unis, au Royaume-Uni, on sait qu'il y avait un choc d'offres supplémentaire par rapport au reste du monde. C'est Brexit, avec une baisse du potentiel dans l'économie. Donc, même si la demande reste faible, l'offre aussi a diminué. En zone euro, on n'a ni la demande excessive des États-Unis, ni le choc d'offres. On a un taux de participation qui a augmenté, donc du coup, on a une offre d'emploi qui est supérieure à la reprise, une hausse de l'offre d'emploi supérieure à la reprise du PIB pour l'instant. Et ça fait que ce n'est pas du tout la même dynamique derrière les salaires. Quel serait pour vous le niveau de progression des salaires que la BCE aurait envie d'observer avant de passer peut-être plus rapidement ou plus durement à l'action, Evelyne? C'est Philip Lane qui l'a mentionné dans son entretien dans l'EFT, il me semble. 3%, c'est à peu près dans les 3%, puisque si on part sous l'hypothèse qu'il y a l'inflation permanente ou des anticipations d'inflation à 2%,
la productivité de travail à peu près à 1% par an, ça fait 3. C'était la même référence que d'ailleurs Weidmann, il a utilisé en 2013 ou 2014, bien longtemps. On pourrait dire que pour la zone euro totale, c'est peut-être un peu plus élevé. Donc c'est ça. Mais il faut voir ça non seulement sur 2022. On peut même voir un peu plus que ça en 2022 pour le phénomène de rattrapage, de révalorisation. Mais il faut avoir ça de façon persistante. Une année ne suffit pas. Donc il faut voir ça en 2022, il faut voir ça en 2023. Or, si on prend les chiffres de 2022 et on agit tout de suite, on risque de faire mal à la reprise, qui après fait mal au marché d'emploi, qui fait mal à la dynamique salariale. Donc, c'est un discours assez curieux. À la BCE. Mais qui vous oblige, vous, en tant qu'économiste, à vous ajuster à cette nouvelle réalité ? Oui. Il y a la place pour une hausse de taux, peut-être 2, dans les 12 prochains mois en zone euro. Oui, nous on en a mis 2. Donc du coup on retourne à un taux de dépôt de 0 à la fin de l'année. Donc avec un programme d'achat APP qui va finir avec le mois de juillet. Donc en août on n'en aura plus. Ça va aller assez rapidement avec une première hausse de taux en septembre et une deuxième hausse de taux en décembre dans notre scénario. Voilà, et Knot qui avait dit plus octobre, mais en tout cas, notre conviction, elle est plutôt, il y aura 50 points de base de hausse cette année. Après, est-ce que la BCE peut aller au-delà de ça ? Et là, on pense que non. Déjà, les taux d'équilibre en zone euro sont entre 150 et 100 points de base. Après, vers la fin de l'année, il y aura plus de complications sur la demande mondiale qui aura ralenti. La Fed aura augmenté 7 fois dans notre scénario les taux. Le taux d'inflation en zone euro, mécaniquement, l'année prochaine devrait retomber en dessous de 2%. Tout ça, ça va compliquer la vie à la BCE de poursuivre. Bon, on suivra ça avec une prochaine étape importante qui se situera le 10 mars prochain. Ce sera à la fois la réunion de la Banque Centrale Européenne clé, critique, nouvelle projection du staff, sans doute des décisions et un calendrier amendé sur la base de la dernière communication. Et puis ce sera également le sommet européen convoqué par la France pour évoquer le futur des règles budgétaires, l'avenir du pacte de stabilité et de croissance. Et effectivement, le 10 mars prochain sera une date à suivre avec beaucoup d'attention de ce point de vue-là. Merci beaucoup Evelyne. Evelyne Hermann qui était avec nous en plateau, économiste Europe de Bank of America Global Research.